Salut, j'espère que ça va bien. Merci d'être là et encore une fois, une belle émission pour vous. Beaucoup de collaborateurs et de belles rencontres en prévision en ce début de novembre d'ailleurs, pour votre information. Une nouvelle collaboratrice, Christine Pagé, qui elle est psychologue, viendra nous parler de la charge mentale chez les femmes. Stéphanie Pimparé et Mariette Gilbert aussi, qui sont nos invités de FEAS Laval, cause féminine qui les tient à cœur sur plusieurs plans, vous comprendrez plus loin. Nick Arontou vient nous présenter les résultats de la formation lavalloise dans la Ligue junior 3A, le VC de Laval. Aussi, Monique Lemaner, qui est autrice du livre Bonne nuit, Lucette. Vanessa Martel, qui est DG, elle, du Plan, viendra nous parler d'une récente rencontre de concertation pour contrer la violence et aussi les armes à feu ici sur le territoire lavallois. José Laperle du CAP sera avec nous pour faire valoir les droits des gens du domaine de la santé. Marie-Lise Pelletier, qui organise, elle, le colloque d'aromathérapie. Et aussi Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de cinéma. Je vous souhaite une très belle émission. Elle a son propre bureau privé depuis 21 ans. Elle est membre également de l'Ordre des psychologues depuis 18 ans. Je suis très content de pouvoir greffer à notre émission toute nouvelle collaboratrice. C'est Christine Pagé qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Ça fait plaisir d'être là. Ben, moi aussi, vraiment. Tout d'abord, peut-être avant de... Parce qu'on abordera ensemble la charge mentale, particulièrement chez les femmes. Puis on pourra aussi davantage préciser sur quelle plateforme, parce que vous êtes très, très active sur différentes plateformes par la suite. Mais tout d'abord, parce que vous approchez la psychologie pour vous de plusieurs angles, notamment avec l'approche de thérapie d'acceptation et d'engagement. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, ça vient, c'est le troisième courant, la troisième vague, la thérapie cognitive comportementale. Et donc, c'est une approche où on est vraiment dans l'engagement. C'est une approche où on utilise la pleine conscience, par exemple, où on est beaucoup dans la prise de distance, de recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions. Fait qu'il y a plein de petits exercices qu'on peut faire, entre autres, là, pour remettre tout ça en question, pour venir... On est beaucoup dans l'acceptation, ça le dit, là, de nos émotions, plutôt que de les éviter, les refouler, les nier. On leur fait une place, on essaie de les comprendre, c'est quoi les besoins qu'il y a derrière ces émotions-là. Puis en leur faisant une place, souvent, ça fait en sorte qu'ils vont diminuer ou même disparaître dans le fond. Fait, en gros, là, si je le dis vraiment de façon sommaire, c'est un peu ça, mais c'est une approche, c'est ça que j'utilise à l'intérieur des psychothérapies selon les besoins et les personnalités des clients. Là, j'ai une approche intégrative, en fait, avec différentes orientations. D'autres approches, oui. Dans ce cas-là, est-ce que ça peut être, évidemment, je comprends qu'on va en faire un cours 101 très rapide, mais est-ce que ça peut être parfois comme de l'autocompassion qui peut nous aider justement dans cette démarche-là? Bien, entre autres, c'est sûr que en prenant un recul puis une distance, ça permet aussi par exemple, de ne pas se dénigrer, de ne pas se dévaloriser par rapport à une erreur qu'on aurait faite, de diminuer sa culpabilité aussi, essayer de la comprendre, mais ensuite faire un recul pour la diminuer. Donc, oui, c'est sûr que l'autocompassion, l'acceptation de soi, hein, tout à fait. On est dans l'acceptation, en fait, finalement. Oui. Je comprends. Et là, pour cette première conversation ensemble, Christine Pagé, je sais que vous vouliez aborder donc la charge mentale chez les femmes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est, cette charge mentale chez les femmes, pour le préciser aux gens qui nous écoutent? Oui, hein, c'est ça, on en entend beaucoup parler dans les dernières années. La charge mentale, c'est vraiment cette espèce de fardeau invisible qu'on porte sur nos épaules et qui, dans notre cerveau, dans nos pensées, fait en sorte qu'on est rarement dans le moment présent. Hein. Pendant qu'on est au travail, on pense à « je ne dois pas oublier d'acheter du lait à l'épicerie, prendre rendez-vous chez le dentiste pour mon enfant ». Toujours en train de jongler avec toutes sortes d'idées qui nous hantent. Puis des fois, on est à la maison, puis « j'ai oublié de faire ça au travail, faut pas que j'oublie d'appeler un tel ». Fait qu'on est comme constamment sollicité cognitivement, mentalement, donc, plutôt que juste être au moment présent puis vivre ce qu'on a à vivre. Fait que c'est souvent une charge. 85% des familles, c'est la femme qui porte cette charge de tout organiser et planifier dans la maison. Oui, ça n'a pas vraiment changé avec les années ou les décennies. Hein. Je pense que
effectivement, les femmes ont encore beaucoup de pression du quotidien auprès des enfants, justement, là, vous l'avez bien évoqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment aider les femmes, justement, pour tenter d'alléger leur quotidien, tenter de leur trouver des outils, des mécanismes pour alléger, disons, leur fardeau, je vais le dire comme ça, entre guillemets, là? Avant tout, il faut prendre conscience qu'on porte cette charge mentale, puis on va pas le nier, là, on porte tous, les hommes aussi d'ailleurs. Ouais. Souvent, les hommes, c'est plus au travail qui vont porter la charge mentale. On en porte tous une. Le danger, c'est d'avoir une surcharge mentale qui nous amène différents symptômes qui peuvent aller vers l'anxiété, le burn-out, la dépression, l'épuisement, tout ça. Donc, il faut éviter ça. Fait qu'il faut en prendre conscience. Quand elle devient trop lourde, notre charge mentale, de dire, OK, là, je m'arrête. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je parlais de recul tantôt, mais c'est encore là qu'on prend un pas de recul. On essaie, c'est sûr, par l'organisation, la planification, déléguer. Hein, c'est quelque chose que les femmes ont parfois de la difficulté à faire, c'est-à-dire déléguer. C'est pas juste dire à son conjoint de passer la balayeuse, puis après de regarder s'il a bien fait ou de lui dire d'aller faire l'épicerie, mais de tout contrôler, s'il a acheté les bonnes choses, puis les repas et tout. C'est vraiment délégué de A à Z, 100%. C'est comme si la tâche, elle n'existe plus dans notre cerveau une fois qu'on a délégué. Et ça, c'est pas toujours facile pour les femmes de faire ça. Non, parce que parfois, c'est aussi une question que... OK, chérie, tu mets pas comme. Tu sais, tu mets pas du bon bord les ustensiles dans le lave-vaisselle. Puis des fois, il faut aussi que la femme apprenne à lâcher prise aussi sur des petites affaires que leur homme ne fait pas comme du monde. Ça fait partie de mes stratégies, vraiment, d'apprendre à lâcher prise sur comment ça va être fait, du moins pour la portion déléguée. C'est sûr qu'on peut déléguer, évidemment, aux enfants selon leur âge, leur étape de développement aussi. Tantôt, on a parlé d'autocompassion. Je trouve ça bien parce que ça fait partie aussi des stratégies de ne pas se dénigrer, se taper sur la tête. La bienveillance. C'est bonne, parfaite. Oui, exactement, d'être bienveillant vers soi-même. Là, ça fait partie de ce que je dis à la fin de mes podcasts vidéo. D'être bienveillant, moi, je dis de se traiter comme on traite notre meilleur ami. Hein? Fait que si notre meilleure amie nous avoue quelque chose, qu'elle a fait une erreur, bon, peu importe, on va être bienveillant, on va être à l'écoute, on va être empathique, mais on doit se traiter comme ça aussi quand on n'a pas réussi à faire la to-do list de la journée, par exemple. Oui, mais en même temps, je me dis, puis là, on est là pour, évidemment, un peu faire l'avocat du diable, mais c'est aussi à la femme, à la personne de s'affirmer aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu nommes les choses. Il ne faut pas non plus toujours être dans un état d'insatisfaction, mais si tu n'as pas pris la peine de t'affirmer et de nommer les choses, je pense qu'à un moment donné, il y a un bout de chemin à faire aussi pour la propre personne, non? Oui, tout à fait. Ça fait aussi partie de mes stratégies. Et des fois, même si on a une petite recette comment faire pour diminuer notre charge mentale, si on n'a pas travaillé suffisamment sur soi, qu'on manque de confiance en soi, qu'on n'arrive pas à s'affirmer, à dire non, qu'on craint d'être jugé par les autres, qu'on a besoin de l'approbation de nos parents, notre conjoint, peu importe, c'est sûr que ça va être difficile de mettre d'autres stratégies en place parce qu'on n'arrivera pas à se faire respecter dans ce qu'on a dit. Donc, s'affirmer, savoir dire non, mettre ses limites, c'est sûr que pour diminuer la charge puis les activités dans notre agenda, c'est excellent aussi de pouvoir le faire, oui. Oui, puis d'accepter, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, on est humain, donc imparfaite humaine dans les circonstances en parlant des femmes. Je pense que c'est une autre belle façon de voir les choses. Il nous reste peu de temps, Christine Pagé, mais je veux quand même qu'on mentionne, vous avez évoqué là, notamment, je pense, votre balado, là, il y a tout juste quelques instants. Vous avez effectivement donc un balado, un groupe Facebook privé, une chaîne YouTube aussi, si les gens veulent avoir une continuité à notre conversation. Oui, tout à fait. Donc, en écrivant Christine Pagé, la psy en ligne, autant c'est ça pour le podcast, qui est pas mal sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube, c'est toujours Christine Pagé, la psy en ligne. Le groupe Facebook, c'est Alléger votre charge mentale. C'est le nom du groupe. C'est celle il faut faire une demande pour joindre le groupe. Là, c'est un groupe privé. Sinon, mon site web, christinepagé.ca, tout simplement, tout se retrouve là aussi. Là. Donc, on a peut-être justement un sujet de charge mentale et d'autres sujets évidemment liant la psychologie. Merci beaucoup. Très fructueuse cette première conversation, première rencontre. Je vous dis à très bientôt. Puis, évidemment, on n'hésite pas. Tous les liens sont au bas de l'écran pour pouvoir connecter avec le contenu que vous venez de nous présenter et autres. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir.
La Féance Laval qui a 50 ans, on le soulignait récemment en septembre dernier avec une journée spéciale aussi, une opération qui sera bientôt donc projetée là, lors d'une journée spéciale. Ça, c'est à l'échelle québécoise, mais évidemment, la Féance Laval qui prend part à l'opération Tendre la main sur la violence conjugale. Pour nous en parler, on a la présidente ici du CA de la Féance Laval avec nous, Stéphanie Péparé, et Mme Mariette Gilbert, voilà, qui est secrétaire et formatrice de la Féance Laval. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être nous rappeler l'ADN. Tu sais, je pense que tout le monde a peut-être une vague idée, là, mais qu'est-ce que c'est la Féance finalement? La Féance, c'est Association féministe d'éducation et d'action sociale. Alors, c'est un organisme de défense des droits et comme son nom l'indique, sa mission, c'est l'éducation et l'action sociale. Et on intervient aussi beaucoup auprès des instances décisionnelles pour tout ce qui touche l'égalité entre les femmes et les hommes. Et comme vous avez mentionné au début, ben cette année, ça fait 50 ans que la Féance de Laval existe. La Féance au niveau provincial, elle existe depuis 1966, mais nous, on existe depuis 1973. Quand même, c'est un fait d'armes. Puis évidemment, on se comprend qu'à travers les décennies, le rôle de la femme, vous êtes là quand même depuis certaines années, depuis, je ne veux pas vous vieillir, mais quand même. Et vous avez vu là depuis 1984. Donc, vous avez vu quand même un peu le portrait et prendre la femme prendre sa place et la Féance contribuer finalement à l'essor féminin. Je comprends qu'il en reste encore à faire, mais vous avez vu quand même le progrès chez l'égalité homme-femme. Oui, il y a eu de nets progrès. Justement, lors des célébrations du 50e, on se rappelait que au début des années 70, quand on se mariait, on prenait le nom du mari. Maintenant, on garde notre nom. Ça a l'air de rien parce que ma mère, c'était Madame Jean-Marie Gilbert. C'était, elle avait plus son nom en se mariant. Là, c'était. Puis vous avez conservé le vôtre. J'ai récupéré le mien dans les années 80. Puis on se rappelle que dans les années 80, les femmes ne pouvaient pas aller dans les tavernes. Là. Je sais, ça s'est rétabli dans les années 80. Là. Donc, tu sais, c'est pas super longtemps non plus là, quand on regarde ça. Là. Ça fait 35-40 ans ou à peu près là, que les femmes, ne serait-ce que des petits gestes du quotidien comme celui-là, d'aller avec son homme prendre un verre. C'est ça. Mais un grand geste, c'est juste en 1989 qu'il y a eu le partage du patrimoine familial. Avant ça, quand il y avait une séparation ou un divorce, la femme n'avait rien du tout. Puis c'est un peu le cas en ce moment dans les unions de fait. Souvent, je sors du sujet. Non, mais c'est correct parce que je veux dire, ça reste quand même dans l'amélioration de la condition féminine. Puis je veux dire, ça reste quand même sur des combats qui restent à faire pour les femmes aussi. Puis d'ailleurs, lors de cette journée du 22 septembre, parce que c'est là précisément que ça s'est célébré, cette 50e-là, il y a eu l'ex-ministre responsable des aînés de la famille, Francine Charbonneau, qui est venue justement s'adresser aux gens sur place. C'était quoi son message à Mme Charbonneau? En fait, son message a vraiment été de souligner les actions passées, mais de souligner aussi tout le travail à faire encore, puis le travail à faire commun. Donc, de le faire ensemble. C'était rassembleur, dans le fond, son message qu'elle a donné. J'ai aucun doute, quand même, une femme qu'on a vue durant son séjour en politique, très engagée et évidemment pour la cause féminine aussi. Et d'ailleurs, parlant d'engagement, il n'y a pas, je pense, une journée où on n'entend pas parler de féminicide. On dirait que ça s'est accentué avec la pandémie. Et donc, de ce fait, je sais que l'opération Tendre la main sur la violence conjugale, ça fait depuis de nombreuses années. C'en est, si je ne m'abuse, la 27e campagne à l'échelle nationale cette année. Mais disons qu'en ces temps difficiles plus que jamais pour la femme, en entendant les manchettes presque au quotidien, comme je l'évoquais un peu plus tôt, j'imagine que ça prend tout un sens, encore une fois, cette année, en termes de pertinence et de sujets abordés aussi? Oui, tout à fait. En fait, l'opération Tendre la main est encore totalement d'actualité, malheureusement, parce que effectivement, les féminicides sont assez fréquents, trop fréquents. Présentement, en fait, cette année, nous, on se tourne vers les conséquences de la violence conjugale chez les enfants. Donc, le sujet vraiment de cette année, ça va être ceci, mais à travers les années, on a travaillé beaucoup de sujets, tout relatifs aux violences faites envers les femmes. C'est ça. Et donc, ça se tiendra, c'est le 29 novembre prochain? Oui, le mercredi
mercredi 29 novembre. Ça va être sous forme de conférence. Le lieu est toujours à déterminer. On a des petits détails à fignoler encore, mais effectivement, le 29 novembre prochain, sous forme de conférence, il va y avoir une conférence d'environ d'une durée 1h30. Puis par la suite, il va y avoir un hommage fait aux femmes et aux enfants qui ont été assassinés dans les 12 derniers mois. D'ailleurs, vous portez les deux une sorte de V, mais à l'envers. Je trouve c'est important qu'on le mentionne et d'ailleurs on le dévoile à l'écran parce que c'est un message fort de cette campagne-là. Là. Expliquez-nous ce que ça représente. Là. Alors, le V inversé, c'est pour dire non à la violence faite aux femmes, aux enfants et aux aînés. C'est pour ça qu'il a été créé vers 1997. C'était suite à un meurtre d'une femme par son conjoint dans la région de Saint-Jérôme. Et ça a été repris partout dans la FEAS à travers la province. Et dans le cadre que nous, on a baptisé notre Opération Tendre la main pour... un geste de solidarité? Un geste de solidarité, mais aussi de dire on s'informe, on s'outille pour être capable de détecter la violence et essayer, dans la mesure, d'apporter notre support. Et à chaque année, depuis ce temps-là, on l'utilise. Et pour ceux qui sont observateurs, vous remarquerez que le V inversé, c'est le ruban qui est porté par les députés à l'Assemblée nationale et par nos élus au conseil municipal. Donc, M. Boyer et tout le conseil, finalement, du côté de la mairie, le porte en soutien à la cause. Oui. Vous avez dit donc le 29 novembre, il y aura toujours, bien sûr, possibilité, j'imagine, de connaître le lieu sur la page Facebook de FEAS Laval? Oui, effectivement. Les gens ont, dans le fond, simplement aller sur la page Facebook de la FEAS de Laval ou encore... nous contacter par courriel s'ils veulent des informations à feasdelaval@gmail.com. Parfait, tout est au bas de l'écran, donc dans les prochaines secondes. Mais sachez qu'il est toujours permis de devenir membre de la FEAS aussi. Je vais terminer avec ça, mais je veux dire, vous êtes toujours en recherche de nouveaux membres, de nouvelles membres. Là. Oui, la solidarité, puis avoir des... Comme il y a beaucoup de travail à faire, ben quand on est une équipe plus complète... Oui, effectivement, l'enfant, plus de mains pour travailler ensemble pour justement... ça va nous permettre de faire plus de choses. C'est ça, puis je vois qu'il y a des belles générations qui ont repris. Vous êtes toujours là, puis tant mieux, mais il y a une nouvelle génération qui prend aussi sa place et qui prend le relais aussi, puis ça, c'est beau de voir ça. C'est un mouvement qui se poursuit aussi à travers le temps. Oui, le membership à la FEAS de Laval est assez diversifié. Oui. On aime ça. Ben, merci beaucoup. Puis, évidemment, tout est au bas de l'écran, je le rappelle, pour donc l'opération Tendre la main sur la violence conjugale le 29 novembre prochain. Les détails seront aussi présents sur plusieurs tribunes. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Notre équipe junior 3A très dynamique, qui d'ailleurs avait connu un creux de vague lors de notre récente conversation avec l'annonceur maison des matchs à domicile, Nick Arontou, qui est là pour nous faire une mise à jour du VC de Laval. Salut Nick. Comment ça va, Alex? Ça va tellement bien, content de te retrouver, puis surtout d'apporter des bonnes nouvelles, parce que pour les partisans, là, heureusement, ça s'est replacé pour le VC. Là. Ben, on avait parlé la dernière fois. Un début de saison quand même extraordinaire, un petit creux de vague, mais depuis notre dernière rencontre, 4 victoires, 2 défaites. 3 victoires sur 4 sur la route. Nous avons battu 2 des 3 meilleurs clubs du circuit pendant cette séquence-là. Alors, on est vraiment sur une très bonne passe présentement. Qu'est-ce qui explique ce retour à une bonne situation pour le VC? Est-ce que l'attaque massive, on a travaillé fort pour la troupe d'entraîneurs ou le groupe de joueurs s'est ressoudé, c'est, disons, parler dans le blanc des yeux pour retrouver le chemin de la victoire? Ou... Bien, notre marque depuis le début de l'année, puis je te dirais depuis la mi-saison l'an dernier, il y a eu un gros resserrement au niveau défensif. Je dirais aussi que la qualité de nos gardiens de but joue un rôle important. Je te dirais que si on avait quelque chose à améliorer, c'est bien notre attaque massive. Milieu de peloton, mais c'est un heureux problème à avoir que la petite chose à corriger ou à améliorer, c'est l'attaque massive. Puis on est encore quand même, quoique la saison quand même débutée depuis quelques semaines, mais
on est quand même toujours en début de saison quand même, là. Oui. Alors, toujours le temps de travailler, de bouger un peu, de changer les formules pour trouver le bon filon côté attaque massive. D'ailleurs, on a ouvert la porte d'entrée vers... Parce que derrière un succès, veut pas, oui, c'est le travail, il faut que le groupe de joueurs soit dédié, mais il faut aussi que l'entraîneur ou les entraîneurs soient capables de passer le message. Et je pense que le message est bien reçu de par les joueurs parce qu'on a d'excellents entraîneurs, là. Nous sommes choyés au VC de Laval. Premièrement, l'entraîneur-chef et directeur général du club, Michel Barrette. C'est pas l'humoriste, là, on précise. C'est pas l'humoriste, mais il est drôle quand même. Ah oui, OK, c'est bon. Michel Barrette, plus de 20 ans d'expérience dans le hockey mineur de Laval. Il est connu auprès des jeunes. Lui, il a dédié sa vie à travailler avec les jeunes hockeyeurs. Il a fait 2 ans en France dans des niveaux mineurs et il est revenu au Québec l'année passée pour entreprendre cette aventure-là du VC. Donc, puis je veux mentionner aussi, Michel Barrette vient d'être nommé assistant-entraîneur pour une des 2 équipes québécoises qui va représenter, bien évidemment, le Québec dans le tournoi de la Coupe du Canada de l'Est, qui regroupe les meilleurs clubs juniors 3A. C'est un tournoi qui va se jouer dans les prochains jours à Trenton, en Ontario. Donc, cette nomination est d'autant plus valorisante puisque c'est les entraîneurs de la Ligue de hockey junior 3A du Québec qui ont nommé Michel Barrette de faire partie de cette équipe-là. Donc, reconnu par ses pairs, son expérience, son bagage, je trouve que c'est un beau saut d'excellence, d'approbation, comme tu l'évoques si bien. Puis aussi pour le seconder, c'est quand même pas un 2 de pique, on va se le dire, un gars qui a tout un bagage d'expérience, Bobby Dallas, un ancien de la Ligue nationale. Exact. Donc, Bob Dallas, personnalité sportive connue, personnalité montréalaise connue, qui s'occupe de nos défenseurs depuis son arrivée au milieu de l'année passée. Donc, on a vu les résultats de manière instantanée. C'est ça. Puis j'imagine que aussi quand un gars comme ça parle dans le vestiaire, avec son passé de la Ligue nationale, ça a quand même ça attire un respect, veut pas, là, auprès des jeunes. Oui, c'est sûr. Il y a une voix qui porte. Il y a également Angelo Lazzara, entraîneur des gardiens de but. Puis on parle de lui parce qu'on a eu un petit changement au niveau de nos cerbères. En fait, on a vécu le départ d'Emmanuel Papaconstantinou, qui était notre gardien auxiliaire. Il a demandé d'être libéré. Et on a accueilli Édouard Arnaud, une recrue. On ne l'a pas encore vu jouer. On a hâte de le voir à son premier match. Alors, ce sera surveillé, mais chose certaine, c'est que justement, là, au moment de se parler, il y a un match aujourd'hui. Exact. Donc, on lance l'invitation. 13h30 au Colisée Laval contre les Flames de Gatineau. On attend les gens en grand nombre. Et j'aimerais souligner également, avant de quitter, ce bel partenariat avec TVRL. On va pouvoir présenter des images de nos pratiques, des entrevues avec les joueurs, les entraîneurs, que ce soit des pratiques ou des matchs. Donc, nous sommes très heureux au VC de ce partenariat-là. Bien, on est très heureux aussi de vous avoir avec nous parce qu'en plus, c'est un des, on l'a déjà dit par le passé lors de notre première conversation ensemble, mon cher, mais évidemment, c'est parce que c'est un des plus hauts niveaux dans la grande région montréalaise de hockey qu'on présente, puis on a la chance ici à Laval d'avoir une équipe. Alors, ça pourra peut-être donner un incitatif supplémentaire pour les gens qui nous regardent, qui sont des habitués, des abonnés aussi de TVRL. Et pour votre information, allez vous voir au Colisée aussi, voir à quel point on a aussi de bons jeunes de la relève, de bons jeunes joueurs talentueux ici à Laval. Merci beaucoup d'être passé, Nick. Merci, Alex. Et on reste toujours dans le domaine du sport et du hockey. Vincent Desharnais qui a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey à l'occasion de la Classique Héritage qui avait lieu le dimanche 29 octobre dernier. Le Lavallois d'origine qui a marqué d'ailleurs le 4e but des Wheelers d'Edmonton, ou des Oilers si vous préférez, qui ont signé un gain de 5-2 sur les Flames de Calgary à l'occasion de ce match extérieur organisé au stade du Commonwealth. C'est à Edmonton. Et lors d'une séquence offensive, Desharnais qui a accepté la passe de son coéquipier Evander Kane à la ligne bleue. Il a alors décoché un lancer dans la circulation devant le filet. Puis la rondelle s'est frayé un chemin finalement derrière le gardien Jacob Markstrom. Et on a d'abord cru à une déviation de Kane devant le filet, mais les officiels de la Ligue nationale ont confirmé l'octroi du but au défenseur format géant. Desharnais compte désormais en ce début de saison là. Et dans la Ligue nationale également aussi au cumulatif, 1 but et 7 points en 42 matchs. Il a aussi cumulé 40 minutes de pénalité et maintenant un différentiel de plus 15. Notons que cette victoire fera du bien aux Oilers qui connaissent un mauvais début de saison. Jusqu'à présent, ils pointent actuellement, au moment de vous parler, au 6e rang de la division Pacifique avec une fiche de 2 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation et 5 points. Leurs rivaux albertains connaissent aussi une campagne difficile quand on pense aux Flames de Calgary avec une fiche de 2, 6 et 1.
Gymnastique, Félix Dolci qui a remporté la médaille d'or du concours complet de gymnastique aux Jeux panaméricains de Santiago au Chili. Il est devenu le premier Canadien depuis Willem Willer en 1963 à réaliser l'exploit. L'athlète de Sainte-Rose qui a terminé les 6 appareils avec une note de 82,531, ce qui lui a permis de devancer le Brésilien Diogo Soares et l'Américain Donald Wittenberg. Et il a dit, puis pour le citer, « Je savais qu'un score autour de 83 me donnait des chances de médaille d'or et c'était dans mes capacités si je faisais une belle journée, note Dolci. Je voulais capitaliser sur mes appareils plus forts et maintenir ma technique lors des appareils plus difficiles pour moi. Une erreur à la barre fixe, qui était le dernier appareil, a causé une petite crainte, mais il était tout de même confiant qu'il en avait fait suffisamment. Et comme je passais premier dans la rotation, je devais attendre de voir tous les autres compétiteurs, explique-t-il. La pression et le stress montaient un peu, mais finalement, ça n'a pas été un problème, a aussi donc rétorqué. Le Lavallois a terminé les Jeux panaméricains avec une récolte de 5 médailles, l'or au concours complet et au sol, l'argent au concours par équipe, ainsi que le bronze aux anneaux et à la table de saut. Et pour être très franc, dis-je, j'espérais faire 5 finales individuelles en arrivant ici et obtenir au moins 4 médailles. Je ne dirais donc pas que c'était au-delà de mes attentes. C'est sûr que la médaille au concours complet était la plus difficile à aller chercher et j'en retire beaucoup de fierté comme pour celle en équipe. C'est ce que aussi le Lavallois a maintenu. Et la performance le met aussi en confiance en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 auxquels il ne souhaite pas faire de la figuration. Avec mon entraîneur et l'équipe, nous avons adopté une façon de nous entraîner pour ne pas simplement faire acte de présence dans les compétitions, poursuit Dolci. Nous avons des objectifs individuels et d'équipe ambitieux et ça commence à payer. Rappelons que les athlètes de l'Unifolier ont assuré leur qualification olympique lors des championnats du monde de gymnastique en Belgique. C'était au mois d'octobre. L'équipe s'est classée au 7e rang de l'épreuve et Félix Dolci se rendra en Europe pour plusieurs compétitions au cours des prochains mois. L'Allemagne, la Suisse et la France sont sur son itinéraire. Après, je vais prendre une pause de la compétition pour me concentrer sur mes entraînements. Je veux faire évoluer ma gymnastique, la difficulté et l'exécution, par exemple, pour me permettre de marquer les esprits aux Olympiques et tenter de ramener des médailles. C'est ce qu'il a aussi avancé. Et par ailleurs, un autre Lavallois a connu une très bonne semaine du côté de Santiago. William Aymar a remporté l'argent avec l'équipe canadienne en plus de terminer 16e au concours complet, 6e aux barres parallèles et 8e à la barre horizontale. On se déplace maintenant à un autre sport que vous aimez beaucoup, le football. Le Lavallois Frédéric Antoine, qui a reçu une bourse de 2000 $ du programme de bourse Saputo, offert en collaboration avec la Fondation Aléo. Le footballeur lavallois qui joue pour l'Université Laval à Québec est l'un des 9 étudiants athlètes ayant été récompensés pour ce programme. Il complète actuellement une maîtrise des sciences de l'administration, développement des personnes et des organisations. Saputo qui est donc ravi de soutenir la Fondation Aléo et ses 9 athlètes par le biais de cette remise de bourse. C'est ce qu'a noté là, Tiana Matoshio, qui est vice-présidente de l'entreprise, par communiqué. Et avec ce nouveau partenariat, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à leur développement et à leur réussite tant dans le sport qu'en dehors. Et cette remise de bourse commanditée par un grand employeur de choix s'inscrit parfaitement dans notre ambition quotidienne de propulser l'athlète au-delà du sport. C'est ce qu'a ajouté aussi là, la direction générale de la Fondation Aléo, Patricia Demers. Nous sommes convaincus que les étudiantes et étudiants athlètes sont des candidates et candidats d'exception pour tous les milieux de travail. Rappelons que Frédéric Antoine a précédemment étudié à l'université d'Old Dominion aux États-Unis. Il avait déménagé au sud de la province plutôt au sud de la frontière pour poursuivre son parcours de footballeur. Il avait impressionné en obtenant une mention sur la Dean's List qui récompense les élèves ayant présenté des résultats scolaires exemplaires à chaque session. Et pour obtenir cette distinction, l'étudiant doit obtenir un GPA, soit une moyenne générale supérieure à 3,4 sur 4. Et de son côté, Frédéric avait élevé son total à 3,67 quand même. Basketball, l'Association régionale de basketball de Laval, l'ABL, qui a organisé le 20 octobre une levée de fonds à l'école secondaire Saint-Maxime dans Chemédé. Pour l'occasion, les entraîneurs vétérans de l'organisation, surnommés les Oldies, ont affronté les nouveaux entraîneurs qui étaient les Newbies le temps d'un match. Ce sont les Newbies finalement qui ont signé la victoire par la marque de 63-52. Il s'agit d'une revanche puisque les Oldies avaient remporté la dernière confrontation. La rencontre qui a permis de récolter quand même plus de 2000 $, soit 2100 $. Les spectateurs qui se sont déplacés pour l'occasion ont eu la chance de participer à un moitié-moitié en plus de faire la fête grâce à la présence d'un DJ et d'un animateur de foule sur place. La crème glacée était aussi disponible pour les intéressés.
Et évidemment, on veut remercier les spectateurs ainsi que les joueurs et joueuses Nobel qui sont venus encourager les entraîneurs. Nous espérons que vous vous êtes bien amusés. C'est ce qu'on a affirmé par communiqué. Tennis, il y a Alexis Galarneau qui fera partie de la sélection canadienne qui prendra part au final de la Coupe Davis qui vont se dérouler plus tard en novembre, du 21 au 26 novembre. Et ce sera au Palacio de Deportes, soit du côté de l'Espagne. Le Lavallois fera équipe avec Félix Auger-Aliassime, Miloš Raonic. Il y a aussi Vasek Pospisil et Gabriel Diallo qui vont compléter la délégation canadienne. Après avoir vu ce que ce groupe était en mesure de faire au cours de la phase de groupe, remportant notamment 3 rencontres. Et avec les ajouts de Miloš et de Félix, nous sommes confiants que nous avons ce qu'il faut pour remporter un 2e titre mondial d'affilée. C'est ce qu'a déclaré Frank Dancevich, capitaine de l'équipe canadienne, par communiqué. Le Canada affrontera d'abord la Finlande dans son match de quart de finale. Il pourrait ensuite être confronté à la Tchéquie ou à l'Australie. Galarneau et Diallo qui pointent respectivement au 185e et 133e rang mondiaux. Là, c'était démarqué lors de cette même phase de groupe en l'absence des vedettes canadiennes. Accompagnés de Vasek Pospisil, ils sont parvenus à vaincre l'Italie, la Suède et le Chili. L'athlète de l'île Jésus avait signé 2 victoires en simple et 2 victoires en double en 4 matchs lors de cette même période de la compétition. Rappelons que le Canada a remporté la Coupe Davis en 2022 grâce à une victoire de 2-0 contre l'Australie en grande finale de la compétition. Je suis très content d'accueillir une auteure qui est reconnue dans son domaine pour plusieurs livres. Elle a fait dans la fable conte, aussi dans le domaine détective, roman policier avec notamment Onésime Gagnon. Et maintenant, c'est une toute nouvelle facette qu'elle nous dévoile sous une formule de nouvelles. Bonne nuit, Lucette. On accueille l'auteure, donc Madame Monique Lemaner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes passé donc sous plusieurs angles littéraires. Pourquoi ça vous donnait une inspiration de se consacrer sous une formule de roman nouvelle cette fois-ci? Oui, ben écoutez, en fait, je dois vous dire, c'est parti comme une prise de conscience. OK. Parce que j'étais allée voir un film que j'ai trouvé très bon, d'ailleurs, de Bernard Raymond, qui s'appelle Le Journal d'un vieil homme, qui est sorti en 2015 à peu près. Et puis, je me suis dit, ça m'avait beaucoup plu. Et après, j'ai pensé à ce que j'avais déjà écrit, moi, des nouvelles, donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, des nouvelles que j'ai publiées aussi dans la revue Bébius. Et je me suis dit, c'était tous des personnages âgés, quoi. Alors, je me suis dit, je vais enrichir la chose, et je me suis lancée dans des nouvelles, parce que c'était dans les nouvelles que je parlais surtout de ces personnes âgées, que j'en faisais des héros, des héroïnes de fiction. Est-ce que cette forme littéraire aussi pour vous, ça vous permettait de peut-être justement exprimer des choses que vous n'aviez pas fait avant? C'est pour ça que vous avez décidé d'aller de l'avant de cette façon aussi? Oui, oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Parce que mes romans étaient, comment dire, c'était très différent. Hein? Ouais. Le roman et la nouvelle. Oh oui, j'aime beaucoup aussi écrire des nouvelles. Et donc, ça me permettait aussi de creuser un peu plus de ce côté-là, de ce genre, dans ce genre. Et vous êtes allé notamment pour valoriser nos personnes âgées. Hein, on peut le décliner comme ça, en quelque sorte. Pourquoi ce sujet particulièrement? Est-ce que c'est parce que vous vouliez peut-être parler de tranches de population, je vais le dire comme ça, qui sont peut-être des fois oubliées dans l'œuvre, dans le monde littéraire, dans le monde de la culture, même dans le monde dans lequel on vit au quotidien, je trouve. Oui, c'est certain. Oui, il y avait de ça. Et puis, je voulais aussi, comme je vous ai dit, en faire des personnages de fiction. Hein, oui. Parce que c'est pas un livre sur la vieillesse. Non, tout à fait. Je vois un truc sociaux, etc. Alors, je voulais surtout leur donner des voix multiples, puisqu'il y a des personnages très, très différents, très divers. Parce que parfois, on va dans l'absurde. Oui. C'est sous différents tons. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce que c'est 25 histoires aussi à travers, qui sont complètement différentes. Complètement différentes, comme vous dites. Parfois, c'est absurde. Parfois, c'est, comment dire, tragique même. Parfois, vraiment presque, j'allais dire, fantasque. Aussi. Alors, c'est ça que j'ai aimé aussi, dans le fond, voir de montrer, si je puis dire, la pluralité du fait de vieillir. On ne vieillit pas tous de la même façon, comme on n'a pas vécu. Est-ce que, je vais me permettre une question, est-ce que vous aimez vieillir? Pardon? Est-ce que vous aimez vieillir?
Est-ce que j'aime vieillir? Non. Je ne veux pas plus vieillir qu'autre chose. Non, mais pour certains, d'autres, ils trouvent... pour avoir jasé récemment de ça avec mon grand-père, qui est un nonagénaire, il me disait, au contraire, il est heureux, il se sent bien, plus que jamais accompli, il a encore plein de projets, donc... je comprends. C'est ça. Mais voyez-vous, parce que c'est un âge où, en effet, qui est très riche au niveau des possibilités, des expériences personnelles. Parce qu'il y a des gens qui, comme votre grand-père, il y en a d'autres pour qui ce sera la solitude, le deuil, d'autres la perte peut-être de ses facultés, finalement. Des repères, oui, c'est ça. Pour d'autres, au contraire, un nouveau commencement, d'autres projets, une lucidité que j'ai jamais dans leur vie, une certaine sagesse, bien que j'aime pas ce mot-là. Alors, c'est un âge plein de... Comment dire, qui est très riche, quoi, au point de vue... Oui. Mais est-ce que vous... parce qu'on ouvre la conversation, est-ce que vous trouvez justement... Je comprends que ce n'est pas un livre non plus qui se veut engagé pour défendre ou peut-être pour nécessairement faire la promotion tant que ça des personnes âgées, comme vous l'avez dit, ce n'était pas nécessairement ça le point de départ, mais par contre, pensez-vous que ça peut quand même, pour tout type de lecteur, être de rire, de rigoler, de voir que nos personnes âgées peuvent, même si c'est dans un univers absurde, comme vous qui êtes débordante encore d'imagination, ça permet peut-être d'inspirer d'autres à créer comme vous, qui tranquillement prennent de l'âge aussi. Oui, absolument. Parce que, en effet, d'avoir des projets, écrire ou créer quelque chose, ne serait-ce que ça peut être une association, ça peut être un livre, ça peut être... ça se fait le sport, tout âge, ou le sport, oui. Ça se fait vraiment à tout âge, en effet, oui. Et d'ailleurs, est-ce que sur certaines de ces histoires, parce que moi, quand je parcourais le livre, ce que je me disais à quel point, parce qu'il y a de l'humour, comme on l'a dit, il y a de l'absurde, tout ça, il y a différentes histoires sous différents angles, mais est-ce qu'il y a quand même une bonne part de vous là-dedans? Parce que vous m'avez l'air de quelqu'un qui a l'air d'avoir une bonne part d'humour, qui est quand même aussi très articulé. Donc, est-ce qu'il y a quand même une part dans ces histoires-là qui vous appartiennent? Il y a d'humour noir aussi. Oui, aussi, quand même. Mais, oui, c'est certain. Oui. Et disons, dans tout ce que j'écris, moi, il y a beaucoup d'humour, une espèce de bonhomie même, mais aussi, comment dire, un peu noir. Aussi. C'est pas on n'est pas béate, quoi. Je ne suis pas béate. Vous n'en êtes pas à votre premier livre, moi, ça me fascine toujours des gens qui ont écrit plusieurs livres. C'est un rêve un jour que je caresse d'écrire un livre. C'est tu sais, quand on parle de bucket list ou de liste de choses à faire ou à accomplir, si vous préférez. Ça fait partie de mes rêves. Pour vous, lorsque vous abordez l'écriture d'un livre, là, vous avez eu l'inspiration d'un film, vous l'avez évoqué, mais est-ce que c'est toujours le même point de départ? C'est une œuvre, c'est quelque chose qui vous a inspiré, un événement dans votre vie, une rencontre avec une personne qui vous a inspiré? Est-ce que pour vous, quand on fait la genèse de chacun de vos livres que vous avez écrits durant votre carrière, ça a toujours été ça ou des fois, tout simplement, l'inspiration est venue comme ça un matin en vous levant? J'aimerais ça savoir parce que ça me fascine des gens qui sont comme vous. Comment dire, ça peut être très, très varié. La plupart, surtout de mes romans, sont nés d'une image carrément, soit que j'avais vu ou imaginé, et c'est parti de là, comme voyez-vous. Très rarement des gens que je connais ou que je rencontre, quoi. Alors, mais c'est surtout ça, je dirais, l'image. Pour les nouvelles, ces nouvelles-là, ça partait vraiment du personnage. C'est vraiment... Parce que la nouvelle, donc, c'est beaucoup plus ramassé, quoi. Alors, le personnage est très important, ou les personnages. Et je partais vraiment du personnage tel que j'imaginais. Et vous avez dit, c'est plus ramassé, effectivement, parce que les histoires sont plus condensées, c'est plus court. Mais en même temps, ça demande un effort aussi supplémentaire d'être rigoureux pour un auteur, ou une auteure dans votre cas. D'être sûr qu'on va droit au but et on doit épurer, j'imagine. Ah oui, parce que dans les nouvelles, vraiment, chaque mot est important. On dirait, chaque mot compte, on dirait. Ouais. Et puis la fameuse chute là, de la fin, vous savez, quand tout le monde dit qu'il faut une bonne chute, toute nouvelle. La chute, il ne faut pas qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, là, non plus. Il faut la préparer. Elle n'est pas nécessairement, surprenante. Elle est forte, quoi. Il faut qu'elle soit forte, c'est surtout ça. Oui. Et c'est très difficile, comme c'est un vrai art, la nouvelle. Vraiment.
En tout cas, vous le maîtrisez bien. Et est-ce que vous avez, comme dernière question, encore une minute ensemble, Madame Lemaner, est-ce que vous avez encore un projet d'écriture qui vous tient occupé là, pour revenir nous parler ici à cette émission? Oui, écoutez, j'ai fini un roman policier, donc toujours mon vieux détective. Oui, Onésime. Onésime. Gagnon. Et puis un projet de roman. Ou peut-être de nouvelles, de notre recueil de nouvelles. En tout cas, on va vous réinviter à cette émission avec grand plaisir. Merci de vous être déplacé. Et merci à vous. Entre-temps, ce livre donc, est disponible partout. Donc, bonne nuit, Lucette. Et c'est Mme Monique Lemaner qui, aux éditions Pleine Lune, nous l'offre. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Vanessa Martel est directrice générale du Plan et c'est en lien avec un événement qui se passait récemment chez nous les 27 et 28 septembre dernier, l'événement Synergie, dialogue sur la violence urbaine. On va en discuter avec elle justement. Vanessa Martel, salut. Salut, ça va bien? Bien, certainement. Merci encore d'être avec nous autres. Évidemment, on t'avait déjà reçu ici pour d'autres circonstances. Oui. Peut-être rappeler justement, ça fait quand même un certain temps, ce que c'est Plan aussi. Bien, c'est un pôle d'enseignement supérieur qui est sur le territoire lavallois. On est sur la thématique des arts numériques et de l'économie créative, mais on est aussi là pour faire de la concertation sur le territoire, répondre à certains enjeux précis. Donc, ça regroupe le Collège Montmorency, l'UQAM et l'Université de Montréal sur le territoire lavallois. Et récemment, justement, l'événement Synergie, dialogue sur la violence urbaine, vous étiez un peu, justement, les chefs de file, c'est le cas de le dire. C'est vous qui guidiez un petit peu la journée, les conversations. Oui. Donc, rapidement, peut-être dans quelles circonstances vous étiez réunis, puis bon, évidemment, comment s'est passé aussi l'événement? Oui, bien, en fait, pour situer peut-être un petit peu le rôle du plan par rapport à l'événement, justement, je dirais, nous, il y a quelques mois, à proximité du Collège Montmorency, qui est un établissement membre du pôle d'enseignement supérieur, il y a eu des événements, dont une fusillade sur le territoire. Donc, on essayait de voir comment on pouvait réagir par rapport à ça. Et la réflexion est venue de voir est-ce que, au lieu de réfléchir à ça en silo, comment on peut réunir les gens pour réfléchir tout le monde ensemble à cet enjeu-là sur le territoire. Oui. Puis il y avait plusieurs instances de différents services d'intervention, entre autres, qui étaient sur place. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, services de police, les établissements d'enseignement supérieur, bien sûr. On pense au Collège Montmorency, évidemment, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, qui ont participé également. Desjardins, le Centre de services scolaires de Laval qui était là aussi, Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, différents niveaux d'intervention qui sont souvent sollicités quand il arrive des enjeux sur le territoire. Et, tu sais, quand on tient pareille journée de concertation, on se demande, est-ce qu'il y a des choses qui se sont dégagées des conversations? Est-ce qu'il y a des constats? Est-ce qu'il y a des actions qui pourraient découler de la tenue de cette journée, finalement? Oui, vraiment. Bien, premièrement, c'était sur 2 jours. C'était un forum qui avait des thématiques précises. Donc, on a adressé, oui, la prévention, mais aussi les interventions sous différentes thématiques, notamment les médias sociaux également. C'est souvent ça, je t'interromps parce que c'est souvent là que ça démarre avant de se transposer dans la rue aussi. On le voit de cause à effet. Là. Exact. Donc, en lien avec ça, il faut équiper les champs d'intervention, les domaines d'intervention avec des outils et les transferts de connaissances entre les différents champs d'intervention ont facilité aussi les extrants de ces 2 journées de réflexion-là avec les différents partenaires. Là. Donc, on fait exemple, on suppose quelque chose, il arrive quelque chose dans, par exemple, une cour d'école, le service de police. Il faut qu'ils soient en étroite collaboration, en communication constante avec ces jeunes, par exemple, ou du moins des tuteurs ou des professeurs ou les directions d'école, finalement. Exact, tout à fait. Donc, c'est vraiment une approche transversale. Donc, on parle ici d'une collaboration ouverte entre les partenaires. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 2 journées-là, on a fait des simulations et des ateliers avec des cas fictifs. Donc, les champs d'intervention des différents niveaux. Donc, on parle des hauts dirigeants, autant que les intervenants sur le territoire. Donc, ça a permis de faire jaillir des idées intéressantes pour solutionner les problèmes en gestion de crise, en fait. Là. Et ces idées, par exemple, de manière concrète, là, qui pourraient voir le jour dans un avenir court-moyen terme, ça pourrait être quoi, par exemple? Bien, il y a plusieurs extraits. En ce moment, on est en train de tout analyser, qu'est-ce qui est ressorti. Donc, plusieurs pistes de réflexion au niveau des différents champs d'intervention, comme on mentionnait. Et à partir de là, les différents extraits peuvent potentiellement, nous, on va faire des recommandations
vision aussi pour le plan d'action bien-être collectif de la Ville de Laval. L'objectif, c'est un plan sur 10 ans que la Ville travaillait déjà aussi. Donc, on essaie de voir comment on peut nourrir ce plan-là en collaboration avec eux et les différents acteurs socio-économiques sur le territoire également. Ouais. Est-ce que parce que là, je vois qu'il y a eu plusieurs organismes, tu sais, bon, on l'a nommé, la Ville de Laval qui était présente, le service de police de la Ville de Laval, le centre de services scolaires, bon, le Centre intégré de santé et de services sociaux, pour n'en nommer que ceux-là. Ce sont tous des intervenants qui viennent en lien avec donc les jeunes. Mais est-ce que l'effet inverse aussi a été fait? C'est-à-dire que est-ce que c'est dans un but court-moyen terme aussi d'aller sonder les jeunes également? Parce que c'est bon d'avoir leur rétroaction pour mieux articuler par la suite nos tentacules ou d'aller vraiment cibler les problèmes plus profondément. Mais... Oui, tout à fait. Bien, en fait, le travail a été fait aussi pendant l'organisation. Évidemment, vu qu'il y a des mineurs, des fois, qui sont impliqués dans des enjeux comme ça, on essayait d'aller les consulter avant aussi là, pour faire aiguiller la réflexion également, pour être sûr qu'on adresse les bons enjeux, surtout au niveau de la prévention. Ça a été fait via différents programmes qu'on a aussi, puis effectivement, ça porte vraiment fruit. Là, ce qu'on veut, dans le fond, c'est aller chercher cette vue 360 degrés-là, le plus qu'on peut. Donc, les jeunes font très certainement partie de cette la solution. Oui, exact. Ni plus ni moins. Je pense qu'on le voit. C'est sûr que, bon, j'imagine que parmi les retours rapide qu'on peut faire comme constat, c'est sans doute avec la pandémie qui a peut-être accentué, qui a exacerbé certains problèmes là, parmi les thématiques que vous avez abordées. J'imagine que ça devait revenir. La santé mentale aussi. Là. Oui, exact. Santé mentale, tout ce qui est la prévention aussi au niveau du web également. Découvrir cet univers-là, mais d'une perspective justement du jeune, de voir comment on peut donner un coup de main aussi. Puis on voit déjà que en tout cas, le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui récemment s'est réjoui, mais de notre côté, en veut plus du gouvernement aussi. Veut pas 20 millions de dollars qu'on est venu ajouter là, pour lutter contre le trafic d'armes et la violence armée. C'est sûr que c'est à court terme, mais il y en a qui y voient peut-être juste un plaster sur un problème qui est beaucoup plus grand que ça. Ça va prendre plus que 20 millions de dollars. Je pense qu'on est tous là-dessus bien d'accord. Mais pour vous, évidemment, je pense que cette volonté-là, c'était comme une continuité de ce qui déjà avait été annoncé avec la Ville de Laval. Exact. Bien, c'est aussi de faire en sorte que les gens se parlent sur le territoire. Puis si un champ d'intervention peut donner un coup de main à l'autre, bien, de ne pas hésiter puis de se parler entre eux aussi. Mais il y avait déjà un très beau travail qui est fait sur le territoire. T'sais, on a juste servi d'engrenage à réunir aussi tous ces gens-là qui font un excellent travail. Alors, on va surveiller le tout pour cette action qui a été menée. Bravo de l'avoir fait. En tout cas, c'est un exercice qui est vital, qui est nécessaire pour assurer la surveillance de nos quartiers. Tout récemment, il y avait Halloween, puis je pense que, évidemment, c'est un tout autre axe, mais on le voit juste dans une journée comme celle-là, nos familles qui bougent, qui sortent de chez eux, puis on veut assurer la sécurité de nos familles, qu'on se sente bien aussi, de marcher dans notre propre ville aussi, pas avoir peur. Puis parfois, certaines personnes qui en viennent même à éviter de sortir à certains moments de la nuit ou certains moments de la journée aussi, puis on en vient à craindre pour nos enfants aussi. Il nous reste un peu de temps ensemble, Vanessa Martel, puis je voulais quand même prendre le temps de parler un petit peu du plan parce que vous êtes, vous l'avez dit, tellement dynamique, puis vous êtes articulé sur plusieurs axes. Fait que peut-être parler en terminant de qu'est-ce qui vous attend pour l'automne, parce qu'il y a sûrement d'autres choses en chantier. Là. Ça va vite, ça va très bien. Effectivement, le pôle de Laval est considéré comme très dynamique par nos pairs aussi. Donc, on essaie d'intervenir vraiment au niveau de la concertation sur le territoire. Donc, on est vraiment à aider les différents acteurs sur le territoire au travers de différentes thématiques. Donc, en ce moment, on est en planification, en prévision aussi de la suite de ce qu'on a fait avec Synergie. Mais c'est vraiment des beaux projets qui s'en viennent aussi. Probablement un appel de projet également pour les projets qui sont liés à la création aussi. Donc, on est vraiment à faire travailler les étudiants, les professeurs avec le territoire, les professionnels. Donc, on essaie de conserver ça aussi. D'arrimer tout ça, finalement. Oui, exact. Bien, Vanessa Martel, merci beaucoup. Bien sûr, on va surveiller les actions aussi qui vont découler de cette série de consultations qui a été menée le 27 et 28 septembre dernier, soit avec l'événement Synergie Dialogue sur la violence urbaine. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi.
Ça occupe d'ailleurs la plus grande part du budget québécois, la santé. Il n'y a pas une journée où on n'en parle pas, où on ne dépend pas non plus de soit notre système de santé, ou nous-mêmes ne faisons pas des actions pour garder la santé dans plusieurs sphères de notre vie. Et Mme Josée Laperle, d'ailleurs, qui est directrice générale du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes ici sur le territoire lavallois, est avec nous pour nous parler, entre autres, de certains droits que vous aviez et, bon, décortiquer un peu aussi ce qui se passe dans l'actualité médicale actuellement. Mme Josée Laperle, merci d'être avec nous encore une fois. Ça fait plaisir. Content de vous retrouver. Puis, vous vouliez nous exposer les frais qui sont parfois attribués parce qu'on a cette pensée au Québec avec la carte Soleil, comme on l'appelle communément depuis tellement de décennies, qu'on a accès universel et qu'il n'y a pas de frais nécessairement qui est encouru là, dans tout champ de la santé, mais il y a quand même certains endroits où on peut défrayer des coûts en tant que citoyen, notamment quand il est question des frais de chambre à l'hôpital. Effectivement, quand on est hospitalisé, ben oui, il y a des frais qui peuvent être liés à la chambre que l'on occupe. Donc, au Québec, là, on peut être placé dans 3 différents types de chambres. Donc, le premier, c'est les salles qu'on appelle. Donc, c'est les chambres qui sont faites pour 4 patients. Ensuite, il y a les chambres semi-privées qui sont faites pour 2 patients et les chambres privées qui sont pour 1 patient naturellement. Donc, c'est important de savoir qu'il y a seulement les salles qui sont gratuites au Québec. Donc, à partir du moment où on fait le choix d'une chambre semi-privée ou d'une chambre privée, bien, il y a des frais qui se rattachent à ça. Donc, ça peut causer des mauvaises surprises, surtout si on a une hospitalisation qui se prolonge. Oui. Et d'ailleurs, parlez-nous des frais. Est-ce que vous avez une ordre des prix? Puis qu'est-ce qui est, j'imagine, c'est quoi? C'est la nourriture? C'est de l'ordre, est-ce que ça peut même aller jusqu'à, mettons, si on a le câble, là, la télévision, est-ce que ça peut aller sur... Ça, c'est d'autres choses. Ah, OK, c'est d'autres choses, OK. C'est d'autres choses, OK, mais justement... Le câble, c'est d'autres choses. Mais il faut aussi que les gens soient conscients que malgré qu'il y a des frais associés aux chambres semi-privées et privées, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, l'État en assume une grande partie, mais quand même, là, il reste une partie là, qui doit être défrayée par les patients ou leurs assurances privées. Naturellement, si vous avez une assurance médicale privée, informez-vous, ils vont couvrir parfois en totalité ou en partie là, les frais reliés à ces chambres-là. Donc oui, donc on l'a dit, la salle pour 4 personnes, c'est gratuit, mais dernièrement, là, approximativement, une chambre semi-privée, c'était autour de 94 $ par jour, puis une chambre privée, c'était autour de 215 $ par jour, 213 pour être exact, l'information que j'ai. Donc on comprend que si on est hospitalisé pendant 7-10 jours, ça peut monter rapidement. Oui, totalement. Et donc, et là, ça inclut donc, j'aurais compris, nourriture, services oui, les services médicaux et tout ça. Oui. Effectivement. Ouais. Puis, ce qui est important de savoir pour les gens, c'est que c'est vraiment, en premier lieu, là, la facturation va être basée sur le choix de chambre. Je peux exposer un petit exemple, là, parce que parfois, ça peut provoquer certaines frustrations chez les gens quand on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Donc, une personne arrive à l'urgence et demande si je suis hospitalisée, je veux être dans une salle. Donc, son choix, à la base, est gratuit. Il n'y a plus de salle disponible, on la met dans une chambre semi-privée. La chambre semi-privée va rester pour ce patient-là gratuite, puisque son choix initial, c'était la salle. Parce qu'il ne l'a pas demandé, il ne l'a pas demandé. Il est hospitalisé quelques jours, son état se dégrade, il a besoin d'être mis dans une chambre privée en isolement. La chambre privée va toujours rester pour ce patient-là gratuite parce que son choix initial était la salle. Un autre patient arrive et lui demande une chambre privée. Ils n'en ont pas de chambre privée. Alors, on le place, tout comme le patient précédent, dans une chambre semi-privée. Bien, pour ce patient-là, il va défrayer les coûts reliés à la chambre semi-privée, là, soit 93,45 exactement par jour, là, la dernière information que j'avais. Une chambre privée se libère, il est transféré à la chambre privée, il va payer le montant de la chambre privée parce que c'était son choix initial. Et même si quelques jours plus tard, ça devient nécessaire qu'il soit dans une chambre privée parce qu'il doit être mis en isolement, il va continuer à payer sa chambre. Parce qu'il l'avait demandé. Parce qu'il l'avait demandé. Donc, c'est là que parfois les gens disent « Ah oui, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je sois en isolement. Donc, pourquoi moi je la paierais alors que l'autre personne, c'est gratuit? » C'est parce que c'est le choix là, qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Et parfois, évidemment, c'est aussi... c'est parce que parfois, on a des parents aussi qui sont peut-être en perte d'état cognitif. Là, des fois, c'est les enfants qui vont peut-être demander cette situation-là aussi. Est-ce qu'il y a parfois des choses à savoir aussi? Si c'est pour une personne autre, est-ce qu'on doit avoir l'autorisation? Est-ce que c'est...
Bien, c'est sûr que l'hôpital va toujours passer par le patient tant et aussi longtemps qu'il est apte. On peut être inapte juste pendant un court moment. Donc, ça, c'est vraiment le personnel médical qui va juger à qui il doit, au moment précis, poser la question. Mais c'est bon de savoir qu'on peut changer à tout moment là, de notre décision. Donc, si on se rend compte que notre hospitalisation se prolonge puis que la chambre privée, on n'est pas capable de l'assumer sur une longue période, on peut dire, bien, transférez-moi, je veux être mis dans une salle. Puis à partir de ce moment-là, bien, c'est sûr que la facturation va s'ajuster. Oui. En tout cas, ça relance le débat sur le ticket modérateur ou l'utilisateur payeur. Là. Je sais que c'est un autre dossier. Oui, c'est un autre dossier qui n'est pas de votre champ, mais c'est sûr que ça vient, peut-être pour certains qui actuellement nous regardent, ça vient soulever aussi la question, c'est sûr. Et c'est clair qu'avec aussi récemment, on voyait dans l'actualité, puis presque à chaque semaine, si ce n'est à chaque jour, il y a avec Christian Dubé, sa fameuse loi 15, bon, il y a des pour et des contre. Pour vous, est-ce qu'il y a des préoccupations sur peut-être les droits qui pourraient ne pas être respectés par la mise en place de ce projet de loi 15? Parce qu'on voyait tout récemment, puis là, je fais juste un aparté, mais les anciens premiers ministres du Québec, première ministre aussi avec Mme Marois, qui sont ici pour, d'ailleurs, M. Couillard, qui est en plus ancien ministre de la Santé, on voyait sur le plan de la philanthropie pointer du doigt le tout. Est-ce que sur le plan pour vous, de ceux qui viennent frapper à votre porte, vous y voyez aussi à votre façon des préoccupations quand même avec la mise en place de ces nouveaux projets de loi? Oui, c'est sûr qu'il y a des préoccupations. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces préoccupations-là, mais oui, effectivement, il y en a en lien avec les comités d'usagers, entre autres. Mais ce qui est important que les gens comprennent, quand il y a des projets de loi comme ça qui sont mis en place, ce qui est important qu'ils comprennent, c'est que leurs droits en matière de santé aux usagers, eux, ils ne sont pas touchés, là. Ils sont toujours là, ils vont continuer d'exister. Donc, si jamais il y a des changements au niveau de la gouvernance, au niveau de la structure, au niveau qui viennent brimer ces droits-là, c'est là que c'est important pour les gens de justement se prévaloir de leurs droits puis de le faire savoir. Parce que sinon, les décideurs, eux, ne sont pas mis au courant nécessairement de ce qui se passe sur le plancher. Puis c'est comme ça que des fois, on peut prendre vraiment là, un chemin qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, oui, il y a des préoccupations, comme à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets de loi, comme à chaque fois qu'il y a des changements. Il y a ce qui est écrit, il y a comment c'est appliqué, il y a, comment on le comprend, comment on l'articule, tout ça. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous vend que ça va changer, ça va révolutionner. Le système de la santé va bien fonctionner et, les gouvernements suivent et tout marche tout croche encore. Puis ça, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Mais vous êtes aux premières loges et je pense que vous êtes en mesure de le constater pas mal plus que moi avec ce que vous recevez comme gens qui frappent à votre porte aussi, là, des gens qui se sentent lésés. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sentent lésés. C'est sûr que c'est toujours basé sur d'excellentes intentions. C'est ce qu'on souhaite que ça fonctionne bien. C'est ce qu'on souhaite que les services soient adéquats. Puis je pense que c'est à chacun de jouer son rôle là-dedans. Puis les citoyens, parfois, se sentent un peu délaissés, désabusés, puis pas écoutés. Mais il faut qu'ils soient conscients que il y en a des portes, il y en a des micros, il y en a des endroits où ils peuvent se faire entendre. Puis c'est sûr qu'il y a des organismes comme le nôtre qui sont là pour justement les soutenir, les guider là-dedans pour pas qu'ils soient oubliés. Puis que leur réalité soit prise en compte dans d'éventuels changements. Et c'est de se rappeler que vous êtes là justement pour... on vient de parler des frais des chambres, on vient de donner les droits, de vraiment expliquer. C'était tellement bien vulgarisé, puis c'est pour ça qu'il faut aller frapper à votre porte. Puis d'ailleurs, s'il y a des gens qui, au moment d'attraper notre conversation, veulent peut-être, parce qu'ils se sentent lésés, justement, je reprends ce terme-là, mais on peut le faire, donner vos plaintes à votre organisme. Rappelons peut-être comment le faire en terminant. Tout à fait. La façon la plus simple, c'est de nous téléphoner. Il y a des humains au bout du fil à notre organisme. Donc appelez-nous. Vous pouvez communiquer aussi avec nous par courriel de plus en plus. Là, c'est une façon très, très efficace et rapide de rentrer en communication avec nous. Puis, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Des fois, on n'est pas sûr, on est juste, là, je sais pas trop, je veux pas les déranger, mais on est là pour ça. Si vous avez une question, puis ça sera peut-être pas une plainte, puis c'est correct. Si vous avez une question, vous êtes pas sûr, vous dites, il s'est passé telle chose, puis j'ai trouvé ça bizarre, n'hésitez pas, on va vous donner l'information, puis après, ce sera à la personne de décider, je fais quoi avec ça maintenant? Est-ce que je reste là ou si je vais plus loin? Puis il y a plusieurs, cas qui sont passés par chez vous, qui ont eu gain de cause, puis il y a eu des améliorations, on en a déjà parlé ensemble. Il y a aussi des vidéos qu'on a mis sur notre antenne, sur vos plateformes aussi, qui est là de manière probante pour prouver à quel point vous êtes nécessaire au quotidien pour nous aider, nous assister.
Donc, je rappelle que vous êtes directrice générale, bien sûr, du CAP Laval, le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes. Josée Lapierre, merci beaucoup d'être passée. Ça fait plaisir. Vraiment. Tout d'abord, on parle du Salon de l'emploi de Laval. Si vous cherchez à pourvoir des postes dans votre entreprise, Laval Économique, en collaboration avec l'organisme Midi 40, qui invite les entreprises lavalloises à réserver leur kiosque au Salon Emploi Laval. C'est le 16 novembre prochain au centre Duvernay, situé sur le boulevard de la Concorde-Est à Laval. Manquez pas cette opportunité parce qu'on veut recruter vraiment avant la période des fêtes et ce salon s'adresse à des candidats de tous âges, de toute région. Et lors de la dernière édition, exemple, ce sont plus de 350 chercheurs d'emploi qui se sont déplacés pour rencontrer les entreprises présentes. Il suffit d'avoir un seul poste à combler afin de réserver un kiosque. Et si vous voulez plus d'informations, plus de détails, veuillez communiquer avec Francine Bouchard ou Guylaine Michaud de l'organisme en employabilité Midi 40, soit bouchardf@midi40.com ou Michaud g@midi40.com. Vous pouvez aussi communiquer avec Anaïna Charrette de Laval Économique au a.charrette@laval.ca. Et on recrute aussi dans nos équipes de déneigement à la Ville de Laval. Des centaines de travailleurs sont affectés à l'entretien de la voie publique annuellement, des édifices et des parcs municipaux. Et à la Ville de Laval, ils font majoritairement aussi partie du service des travaux publics. Alors, on a besoin de différents types d'emplois, dont les patrouilleurs neige. C'est soit de sillonner les rues de Laval pour prêter main forte aux équipes de déneigement. Le contrat est de novembre à mars. Un véhicule est fourni lors du corps de travail. On doit être bien sûr flexible au niveau de l'horaire, possibilité d'adapter aussi son horaire selon les cas. On demande également des journaliers pour le déneigement, alors collègues volontaires qui aiment travailler en équipe, qui cherchent la variété dans les travaux de la journée. Votre mandat, être un membre clé des opérations de déneigement, assurer l'entretien de la voirie et des divers lieux publics sur le territoire lavallois. Vous pouvez postuler dans tous les cas au www.laval.ca. Le 16 novembre, la Maison des Arts de Laval présente le spectacle Seuil. Le spectacle en est un interdisciplinaire alliant danse, théâtre et planche à roulettes. Seuil est une rêverie, un regard que nous posons ensemble sur les immeubles de l'autre côté de la rue, par exemple, avec à chaque fenêtre un humain qui nous ressemble. Le temps d'une nuit d'insomnie, nous sommes aussi invités à deviner leur vie, à imaginer tout ce qui arrive, que peut-être qu'on ne soupçonne pas finalement et qui pourtant là, participent à ce grondement, à ce murmure d'univers. On les regarde à travers les murs et ils jouent leur vie, leurs doutes et leurs désirs brûlants. Et c'est vraiment donc ce spectacle Seuil qui nous invite à réfléchir à tout ça. On explore les moments charnières, les passages, les déséquilibres aussi intimes et collectifs des résidents lavallois. Informations auprès de la Maison des Arts au 450-662-4440. On vous invite aussi avec le mois d'octobre et novembre également qui débute également ces temps-ci. On vous invite pour les avertisseurs de fumée à vérifier vos piles parce que vous comprenez qu'avec le changement d'heure aussi, tout ça nous fait ce rappel à l'ordre. Et donc, la vérification doit être faite par un adulte, mais les enfants sont invités à participer en rappelant à leurs parents l'importance de la procédure. Et selon la réglementation municipale, toute propriété doit être munie d'un avertisseur de fumée. De plus, un avertisseur de monoxyde de carbone est obligatoire dans les propriétés avec un appareil de combustion ou un accès direct à un garage intérieur. Et lors du changement d'heure 2 fois par année, je vous le rappelle, je pense que vous êtes déjà bien au courant, mais il est recommandé de changer la pile de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. N'oubliez pas non plus de vous départir de vos vieilles piles de façon éco-responsable. Et pour savoir où recycler vos piles en toute sécurité, consultez les différentes plateformes, notamment de la Ville de Laval. Et si l'alarme de votre avertisseur de fumée se déclenche en pleine nuit, mettez à exécution votre plan d'évacuation. Vous pouvez même le pratiquer aussi ces temps-ci avec vos enfants. Question de trouver un point de repère à l'extérieur de votre maisonnée. Elle était venue nous voir au cours des derniers mois pour nous parler du 10e, mais là, elle vient pour le 11e colloque aromathérapie. Ça en est d'ailleurs l'organisatrice principale, donc c'est Marie-Lise Pelletier qui est avec nous. Salut Marie-Lise. Salut. On se connaît quand même un peu aussi dans la vie de tous les jours. Oui. On peut se permettre d'être un petit peu, pour ceux qui sont témoins de notre conversation, bien sûr, un petit peu familier. Donc, ça s'en vient quand même prochainement, le 12 novembre, toujours chez nous à Laval, oui. Château-Royal. Oui. Peut-être préciser, même si c'est la 11e édition, qu'est-ce que c'est de l'aromathérapie? L'aromathérapie, c'est les plantes, mais on va chercher les molécules aromatiques. Okay. Fait qu'on va vraiment chercher des molécules, fait que c'est très concentré.
puis c'est en petite quantité, fait que c'est extra fort. Souvent, je dis au monde, vous savez peut-être pas, mais il y a des dangers à prendre l'aromathérapie quand on ne connaît pas. Oui. Ah oui? Oui. Puis oui, il y a des dangers, puis le monde ne sait pas, puis c'est pour ça que depuis 11 ans, je me fais faire une fois par année un colloque pour venir expliquer si tu connais, pas de danger. Si tu connais pas, oui, il y a des affaires qu'il faut faire attention. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut, dans quelles circonstances ça peut être dangereux? Là? Quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques. Exemple, dermocaustique, ça veut dire que tu mets une goutte là, ça brûle. OK. Mais c'est le fun. Parce que si je te donne la cannelle cassia, mettons de la cannelle, puis je le mets sur une verrue, c'est cool. Ta verrue, ça va brûler. Oui, c'est ça. Mais si tu ne veux pas brûler, non. Fait que tu comprends que oui, il y a des choses, puis il faut connaître. Fait que le truc, je le donne pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, c'est toujours mélanger à de l'huile. OK. Fait que tout le monde peut prendre des huiles essentielles, mais c'est bien mélanger dilué. de l'huile. Oui, c'est tout. Parce que c'est pas gras. Le monde, il pense une huile essentielle, ça va être gras. C'est pas gras, là. Il faut que tu mélanges une huile qui fait mettons, ça va aider à pénétrer, puis ça va te faire un corps gras. Ça brûlera pas, parce que ça sèche, l'huile essentielle. On met pas ça pur. Fait que c'est ça que le monde ne savent pas, puis c'est dommage. Fait qu'un coup qu'on connaît comment ça fonctionne, plus de problème. Et ça, permets-moi pour moi, tu sais, qui est peut-être pas, qui est néophyte et qui ne s'y connaît pas non plus en aromathérapie, est-ce que c'est plusieurs types de molécules, c'est-à-dire de plantes? Là, il y en a sûrement des tonnes qu'on peut extirper. C'est pas dur. Dans le futur, ça va être nos futurs antibiotiques, ce qui est en Europe présentement, c'est pas une joke, là. C'est beaucoup les pharmaciens, les médecins qui recommandent de plus en plus. Ici, c'est pas vraiment connu comme ça, puis c'est correct, là. Mais c'est parce que des molécules, c'est ce qu'on a quand on va, exemple, voir notre médecin, ils vont nous donner un antibiotique qui contient une molécule pour une genre de bactérie, mais ton huile essentielle peut en contenir jusqu'à 200-300. OK. Autant antiviral, antibactérien, antifongique. Fait que c'est sûr que tu as quelque chose de puissant quand même dans des petites gouttes. Fait que c'est de ne pas prendre beaucoup à la fois puis se rendre compte que c'est concentré puis d'aller chercher les bonnes. Ça, c'est une autre affaire, je vais te dire. Oui, bien justement. Oui, parce que la plupart du monde qui achète des huiles essentielles, ils pensent, exemple, ils vont aller chercher un eucalyptus. Fait qu'ils m'ont dit, pour les poumons, on va chercher l'huile essentielle d'eucalyptus. Attends, est-ce que vous savez qu'il y a 300 eucalyptus différents? Lequel? Il y en a 3, mettons, qui sont pas mal connus. Bien, il y en a un qui est pour la douleur, l'autre qui est pour les poumons, l'autre qui est plus pour l'arthrite, qui est plus pour la peau. Bien, voyons, tu dis, voyons, c'est 3 eucalyptus, bien, c'est ça. Puis ça n'agit pas nécessairement dans les mêmes circonstances. Non, pas partout. Mais comment, justement, s'y retrouver, comment pas faire l'erreur? Je sais, je te vois aller, si tu me souris dans la face, ça veut dire, il faut que tu appelles Mme Marie-Lise, puis les experts. D'aller chercher, c'est ça, de trouver des bons experts, d'avoir la bonne information. Puis il y a tellement de monde, je vais parler de Facebook, c'est triste, qui parle de n'importe quoi. Oui, bien c'est ça, je m'en allais dire, parce que je pense que ça fait mauvaise presse. C'est toujours des charlatans dans toute considération. Puis je pense que ça amène un côté, tu sais, des fois, on voit à aromathérapie, on se dit, OK, c'est-tu, tu sais, ésotérique cette affaire-là? C'est-tu, non, mais je veux pas dénigrer ceux qui sont des vrais, qui s'y connaissent, tout ça, mais quand même, il y a malheureusement des gens qui profitent de la situation. Puis sans dire charlatan, c'est juste que beaucoup de monde pense, hey, des huiles essentielles, c'est bon pour tout le monde. Hey, moi, je vous dirais aussi, femme enceinte et bébé, non, on peut pas, là. Fait que faites d'autres choses, là, à moins vraiment d'avoir un aromathérapeute qui connaît ce qu'il vous a donné, ce que c'est. Puis pour savoir, quand on achète une huile essentielle, bien, ça me prend le nom commun, qu'on connaît toutes, comme exemple l'Eucalyptus globulus, ça me prend le nom latin, ça me prend la provenance, la partie. Tu sais, tantôt, on jasait un peu hors caméra de huile à massage pour monsieur, madame, tout le monde, mais mettons, la cannelle, c'est aphrodisiaque. C'est hot, là, dans le temps des amoureux et tout, tu sais. Oui, c'est ça. Mais attends une minute, si c'est pas l'écorce que tu prends, l'écorce, c'est aphrodisiaque. Mais la feuille, c'est dermocaustique. Ça peut te faire un... Ben oui, c'est ça. Ça va te chauffer entre les deux jambes, jamais si tu n'as pas la bonne... Ça sera plus Roger Bontemps, son nom, hein? Si c'est pas la bonne partie, il peut y avoir des dangers. Je comprends. Mais par contre, et je me fais un peu l'avocat du diable avec toi, parce que... Je sais que t'aimes ça. Ben certain, c'est ma job en plus. Oui. Non, mais il y en a qui sont sceptiques aussi. Ah oui, ben oui, mais toi, j'imagine, tu avances pas que ça remplace pas... Tu sais, ça ne remplace pas la médecine, dans le sens que l'aromathérapie, c'est pas, exemple, ce que le médecin va prescrire. Tu sais, je veux dire... Non. Parce qu'il y en a qui peuvent aussi dire, OK, ça, c'est plus fort que, par exemple, qu'un antibiotique ou qu'un traitement qu'un médecin peut prescrire. On n'empêchera jamais quelqu'un de prendre des antibiotiques. On n'a pas le droit. Notre code de déontologie ne nous permet pas. Ça, c'est super important. On ne va pas recommander n'importe quoi à n'importe comment. On n'a pas le droit de faire de diagnostic. Regarde, je pourrais continuer. Là, on fait attention à ce qu'on fait. Non, mais je le dis parce qu'il y en a peut-être qui pensent, OK, là, elle fait son homélie de son... Je le répète, là, juste sur Facebook, de lire « Hey, mon enfant, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? » Juste ça, là, moi, je capote, là.
J'ai-tu dit je capote? Oui, je capote. Là. Ouais. On peut Ouais, pas tu l'as faire dit. n'importe quoi. Non, on peut pas faire n'importe quoi. Je comprends, puis j'entends bien, puis je te connais assez personnellement pour savoir que tu n'aurais pas fait des recommandations, justement, Non. puis prétendu être quelqu'un qui n'a pas nécessairement certaines compétences ou autres, mais quand même, je trouvais ça important de le ramener parce que il y aura plusieurs conférences lors de ce colloque, puis abordons-le. On est là aussi pour ça. Je l'aborde parce que le colloque d'aromathérapie, ça fait la 11e. Mais dans le fond, ça fait comme plus que ça parce qu'on a eu 2 ans de pandémie qu'on n'a rien fait. Puis j'ai un porte-parole qui s'appelle Michel Turbide. Qui est-il? Pourquoi Michel? Michel est connu au Québec. C'est moi je dirais un des plus grands auteurs. Je suis pas gênée parce qu'il a écrit plusieurs livres. Écoute, je pense qu'on est rendu à notre 10e livre. Puis des livres d'aromathérapie bien expliqués, comment ça fonctionne. Puis pour moi, ça, c'est important. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui aimerait essayer, donnez-vous un bon... Des bons un bon outils. levier pour. Oui, c'est ça. Pour bien Puis lui, il a écrit, mettons, autant c'est la bouffe avec l'aromathérapie, les douleurs, les femmes enceintes, les bébés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Fait qu'il a vraiment été chercher des thèmes incroyables. Puis c'est un bon vulgarisateur. Puis il nous en donne toujours pour notre argent. Exemple, cette année, quand je dis ça, c'est qu'il va faire une conférence sur l'aromathérapie. Il va parler de nos tempéraments. T'es-tu un tempérament nerveux? Oui. Je crois que moi, je suis. Je pense que les deux, on l'est big time, pas vrai. Oui, nerveux, assumons-nous. Oui, on s'assure. Merci beaucoup. On s'assure. Sensible, beau, belle, incroyable. Ces personnes-là auraient des huiles essentielles préférables à eux autres, des molécules plus à eux autres pour les calmer sûrement un petit peu, que le monde soit tout mieux. Fait qu'il va aller avec les tempéraments. Fait qu'il va expliquer les 4 tempéraments que Hippocrate parlait. On parle de la médecine, là, en arrière. Puis il va expliquer ça, les tempéraments. Puis en plus, chaque personne qui vient va pouvoir avoir son propre mélange d'après son tempérament. Fait que si tu viens, tu vas avoir un beau petit cadeau. Tout le monde a un cadeau. On est généreux. On est généreux. Invitation que je fais saisir. Mais est-ce qu'il y a d'autres aussi? Tu sais, je comprends Michel Turbide. Non, j'en ai plein. J'ai Christine Gratton. Elle va parler du système nerveux. Fait qu'imagine, après mon tempérament, je vais avoir une conférence juste sur le système nerveux. Fait que je ne sais pas s'il y a un message. Défi, juste d'aller là pour voir si ça va réussir à te calmer. C'est ça, me calmer un peu. J'ai Mme Guyane-Élise Lacoste qui va venir parler de podologie. Elle, la forme des gens en podologie, c'est les pieds. Tous les traitements de pieds, les soins de pieds. Mais l'aroma là-dedans, à quoi ça sert? Bien, je vais te dire une parenthèse. Fais-tu des massages de pieds aussi? Ben oui. Ah oui? Mais tu sais, attends une minute, ce qu'on voit bien souvent, là, les champignons, les orteils qui n'est pas beau, qui est dégueulasse, là. Mais les huiles essentielles, tu sais. Fait qu'il y a quand même... Ben oui, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Les pieds d'athlète, puis tout. Fait qu'elle va venir nous jaser de ça. J'ai Nathalie Forgette d'Aventia, que j'aime beaucoup, qui vient nous parler de la peau. Juste la peau par rapport à l'aromathérapie. Fait que ça va être le fun aussi, parler de la beauté, etc. Je vais te donner un exemple. Pour vrai, je vous le dis tout le monde, là. Je viens d'avoir une opération il y a 3 semaines dans le visage. J'ai une cicatrice de 2 pouces de large. Je suis posée que vous la voyez, vous ne la verrez pas parce que je mets une belle huile. Ici. C'est vrai, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais jamais remarqué. Je suis assez contente, je travaille fort. Fait que ici, j'ai une cicatrice, puis je veux pas qu'elle apparaisse. Puis je te jure, ça fait 3 semaines, puis elle n'apparaîtra plus. Mais je prends une huile végétale. Parce que l'aromathérapie, c'est les huiles végétales. C'est les hydrolats, c'est les huiles essentielles. Je vais avoir aussi Mélissa Beloin. C'est moi qui ai demandé l'année passée de venir faire une conférence. Elle a beaucoup... Oh, c'est controversé, ça, avec. Mais t'aimes ça. Vas-y donc. Les cristaux. Oui. Fait qu'elle vient parler, je le sais, ben oui, je sais bien. Mais j'ai demandé les cristaux puis l'aromathérapie. Moi, je te regarde la face, là. Ben oui, dans mon je le sais. Mais moi, je ne sais pas. Viens me jaser. Fait que oui, je suis mieux de continuer. Fait qu'elle va parler de cristaux et aromathérapie. Puis j'ai quelqu'un qui vient parler de l'écologie. Parce que, tu sais, quand on fait une huile essentielle, là, exemple, l'essentiel de rose, OK? La rose de damas, bien, pour la faire, 1 litre d'huile essentielle de rose de damas, ça me prend plus qu'un acre de rosier. OK. Fait qu'on vient, malheureusement, partout dans le monde, vu la popularité des huiles essentielles, il y a des arbres, il y a des plantes qu'on ne voit plus. C'est triste, là. Oui. Mais en même temps, ça permet aussi, tu sais, je fais un peu l'envers de la médaille, mais ça permet de valoriser aussi des plantes peut-être qui ne sont pas cultivées, puis j'essaie de trouver des arguments en plus. Non, mais c'est exactement ça. En plus. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça, parce que dépendamment de ce que tu prends, il y a des huiles essentielles pareilles, qui va faire comme le bois de rose, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, là, ça se vendait super cher. Là. 1 litre, je ne sais plus combien que ça coûtait. Fait que maintenant, ils prennent le bois de haut, une autre sorte. Mais ils vont faire quoi? Mais que le bois de haut n'existe plus. Fait que tranquillement, tu regardes les molécules qui contiennent, puis va me chercher une huile essentielle qui a la même molécule qui n'est pas chère. Mais si on ne connaît pas les molécules, les familles biochimiques, tu ne peux pas savoir ça. Fait que dans le fond, c'est pas plus dur que ça. C'est hyper facile. Et d'ailleurs, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre conversation,
Il y aura donc exposants, attestation de formation, tirage, on le disait. Des cadeaux pour tout le monde, parce qu'on a tout un petit cadeau. Le repas est inclus, le stationnement gratuit. C'est pas une journée qui est dispendieuse, qui est facile pour tout le monde. J'ai le droit, c'est 100 $, taxes incluses. Le repas, cette conférence, une attestation des exposants, puis ma face. Aussi en plus. Bien, avec tout ça, on peut avoir de l'information sur artsanté.ca. Ouais. Les liens sont maintenant au bas de l'écran. Alors, c'est ce 11e colloque. Rendez-vous, donc, c'est le 12 novembre, Château-Royal de Laval. Merci à toi, ma chère Marie-Lise. Ça fait plaisir. Et bon colloque. Oui, puis à bientôt. C'est le film qui a détrôné Taylor Swift. Probablement pour son plus grand plaisir. Mais c'est Nicolas Vincent-Poirier qui est là. Salut. Salut, Alex. Qui l'eût cru? Un film presque de série B. OK, je suis peut-être un petit peu méchant, là. Non, série B, oui, mais série B, et c'est lui qui détrône Taylor Swift. J'y croyais pas quand j'ai vu ça. Écoute, moi non plus, j'y croyais pas. Et en plus, c'est un des films, de tous les films que j'ai vus dans ma vie, c'est un de ceux qui m'a mélangé le plus. Et je t'explique pourquoi. C'est pas à cause de l'histoire. On parle de 5 nuits chez Freddy, là. Exactement. 5 nuits chez Freddy. L'histoire, elle est très, très, très simple. C'est comme... Mais la réalisation est très bonne. Visuellement, c'est très beau. C'est comme si, bon, il avait préparé tous les plans, puis il y avait des idées sur à quoi ça allait ressembler visuellement. Ils sont arrivés pendant le tournage, puis, oh mon Dieu, on a oublié un scénario. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est le personnage principal. Tu me fais rire, mais c'est tellement ça. Le personnage principal, interprété par Josh Hutcherson, c'est un gardien de sécurité. Bon, il y a des problèmes un petit peu de colère, et on comprend là, pourquoi au début du film. Et lui, il est en charge de sa petite sœur et il essaie désespérément de se trouver un emploi. Et il finit comme gardien de sécurité dans une espèce d'ancien restaurant avec des personnages animatroniques. Et bon, là, il doit garder ça durant la nuit. Et évidemment, les personnages animatroniques, eh bien, ils sont méchants, ils sont possédés par des esprits. Et j'en dis pas plus parce que là... Ça vaut vraiment la peine que t'en dises pas plus. C'est ça, parce que là, je viens de trop en dire. Et je sais pas si c'était comme moi, mais moi, ça faisait longtemps que j'en entendais parler et je comprenais pas pourquoi. La bande-annonce, je l'avais vue. Oui, visuellement, c'est très joli. Ça attirait une certaine curiosité naturellement avec la bande-annonce. Mais... Visuellement, mais on s'entend, là, c'est pas... j'aime les films d'horreur, mais celui-ci, c'est pas un film d'horreur vraiment. Là, je pense que c'est 13 ans et plus ici, si c'est pas général. Donc, pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'engouement et pourquoi est-ce qu'on fait un film d'horreur, mais comme pour les jeunes. Je comprends l'idée de faire un film de peur pour les jeunes, mais un film comme d'horreur avec des robots animatroniques qui vont aller tuer des gens. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire qu'on peut pas voir de sang. C'est de la violence suggérée. La violence suggérée, c'est, admettons, je sais pas, on est dans un film, il y a une bombe ici, on va dire, et bon, dans un film, je sais pas, d'horreur ou d'action avec beaucoup de sang, la bombe explose et on va revoler, et bon. Tandis que dans un film pour 13 ans et plus ou pour tout le monde, je sais pas, la caméra s'éloigne et on peut entendre l'explosion sans nécessairement voir toute la violence qui vient avec. Donc, pourquoi faire un film d'horreur comme ça? Eh bien, ce que je ne savais pas et ce que beaucoup de gens ont découvert. Moi, je ne suis pas un amateur de jeux vidéo. Je ne connais pas grand-chose aux jeux vidéo. Je ne savais pas que c'est tiré d'un jeu vidéo à succès du même nom, Five Nights at Freddy's. Et ce qui est intéressant... J'espère que le jeu était plus fun que le film, par exemple. je l'espère aussi, mais vraiment... Visuellement, c'est intéressant. C'est juste que pour les gens comme moi qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce film-là existe et avec tout l'engouement que ça a, eh bien, quand on comprend que ça vient d'un jeu vidéo, pour les amateurs du jeu vidéo, la plupart ont bien aimé ça. Et ce qui est intéressant, c'est comment le jeu a été développé. Scott Cawthon, celui qui a créé ce jeu vidéo-là, c'est un bon chrétien qui a toujours fait des jeux vidéo avec des bases chrétiennes. Ça veut dire pas de sexe, pas de violence, et un jeu plate finalement. Sûrement, écoute, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que ça n'a jamais si bien marché que ça, ces choses. Et le dernier jeu vidéo qu'il a fait, eh bien, les gens ridiculisaient le jeu parce que les personnages avaient l'air
avait l'air épeurant, mais sans le vouloir. Lui, il n'a jamais voulu développer quelque chose avec des personnages effrayants, mais que, si tu veux, ils ont l'air... ça faisait peur de la manière qui était faite. Et à cause de cette mauvaise critique-là, le gars, il est tombé en dépression. Et il se posait des questions, il remettait sa foi en doute, Dieu et tout ce qui vient avec. Et là, il y a eu une idée incroyable. Eh bien, il a décidé de prendre toute cette mauvaise critique-là au niveau des personnages de son dernier jeu vidéo qui ont l'air, d'une certaine façon, en créant un jeu avec des personnages qui ont vraiment l'air un peu terrifiants. C'est ça le but. Et il a décidé de prendre toute cette négativité-là, le transformer en quelque chose de positif, et ça a été un succès. Le jeu est sorti en 2014. Il y a eu, je ne sais pas, je pense que c'est 33 millions de copies qui ont été vendues. Donc, c'est un énorme succès. Il y en a eu plusieurs comme ça, plusieurs jeux de cette même série-là. Et c'est depuis 2015 qu'on essaie d'adapter ce jeu vidéo-là au cinéma. Et c'est difficile d'adapter les jeux vidéo au cinéma. Il y a eu tellement d'essais et dans d'autres créneaux, mais les Tomb Raider, ça n'a pas si bien fonctionné que ça pour, à l'époque, Angelina Jolie, par exemple. Même Assassin's Creed, en 2017. Oui, ça n'a pas tant bien fonctionné non plus. On a vu, c'est pas nécessairement ceux qui étaient les gamers, ceux qui étaient adeptes du jeu, qui ont aimé le film parce qu'eux voyaient des oublis, des raccourcis aussi dans le film, là, finalement. Là. Tout à fait. Et c'est difficile d'adapter un jeu vidéo au cinéma parce que, justement, comment on transforme tout cet univers-là en film d'1h30, de 2 heures, avec, pour que autant les fans que les non-initiés puissent se rejoindre là-dedans et l'apprécier. Mais cette année, vraiment, c'est là où les jeux vidéo, vraiment, c'est des succès au cinéma. Super Mario, cette année, un énorme succès, plus d'1 milliard au box-office. Et celui-ci, Five Nights at Freddy's, 80 millions au box-office dans sa première fin de semaine en Amérique du Nord. C'est énorme, 132 millions à travers le monde. C'est juste un début. Mais tu soulèves le point, par contre, des jeux vidéo, une bonne recette, mais j'entrerais peut-être pas en lien avec ces deux réussites pour cette chose que Mario, c'est une recette éprouvée de décennie en décennie. C'est une franchise, tu comprends, ça tellement... Et le personnage est tellement fort de Mario, de Luigi et tout son univers qu'il est connu même des petits de 4-5 ans, autant des parents et même des grands-parents qui ont joué sur les premières consoles de jeu. Alors, je verrais ça peut-être vraiment d'un ordre unique pour Mario, mais c'est vrai quand même qu'il y a une corrélation qu'on peut faire. Mais d'ailleurs, toi qui as vu le film, est-ce que quand on le transpose le jeu de la console ou peu importe la plateforme qui a été exploitée au film, est-ce que tu y vois une sorte de lien avec la façon de traiter l'image? Est-ce qu'on a voulu garder un peu l'esthétisme du jeu vidéo? Parce que tu parlais des images qui sont très belles dans le film. Est-ce qu'on a voulu un petit peu reproduire, tu penses, le tout en apportant un peu l'esthétisme visuel, les effets visuels aussi, direction photo de cette même acabit-là? C'est un très bon point, Alex. Puis la réponse, c'est oui. Et d'ailleurs, c'est la compagnie de Jim Henson qui a créé les animatroniques pour ce film-ci. Et Jim Henson, sa compagnie, on pense aux Muppets, on pense à Sesame Street. Donc, ils font de la bonne chose. C'est ça, déjà prouver quand même qu'ils sont de haut niveau. C'est ça. Et c'est vraiment, les personnages dans le film, c'est des marionnettes. Oui, à certains moments, il y avait des acteurs dans le costume, mais pour certains plans bien précis, le reste du temps, c'est vraiment des marionnettes avec plusieurs marionnettistes qui les dirigeaient. Donc, c'est pour ça que je dis visuellement, c'est très bien fait. Avec un petit budget de 20 millions de dollars, la réalisation, elle est bonne et ces personnages-là, les animatroniques, ils sont beaux, ils sont très, très, très bien faits. Et une affaire qui me mélangeait, c'est que depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on voit un film d'horreur avec un endroit comme un ancien restaurant, ces personnages-là et quelqu'un qui doit aller combattre. Nicolas Cage a fait Willy's Wonderland en 2021 et c'était à peu près la même chose. Le gars, il devait garder le personnage de Nicolas Cage, il devait faire la garde et nettoyer un peu un ancien restaurant durant la nuit et les personnages méchants animatroniques, ils sont là pour le tuer. Et ce que je savais pas avant, c'est que tous ces films-là, ou même The Banana Split Movie, qui a été fait il y a quelques années de ça, qui est le même principe, c'est tous des dérivés
de l'idée de Five Nights at Freddy's. Juste une parenthèse de Banana Split Movie. Évidemment, c'est tiré de l'émission pour enfants du même nom des années 60, là, mais ils ont juste adapté ça d'une manière, de façon horreur, comédie horreur au cinéma. Et c'est ça, on essaie vraiment depuis un certain temps de copier au cinéma le succès, ce jeu vidéo-là. Et le jeu vidéo Five Nights at Freddy's, ça fait depuis 2015 qu'on essaie de l'adapter. Et un des premiers réalisateurs, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais un des premiers qui voulait le faire, c'était Chris Columbus. Okay. Et Chris Columbus, c'est lui qui a réalisé Maman, j'ai raté l'avion, entre autres, en 90. Et le but derrière ça, depuis le développement de ce film-ci, c'était de faire quelque chose de chaleureux et d'épeurant et de comique en même temps. Donc, le but, ça n'a jamais été de faire quelque chose de trop gore, parce que, c'est un public assez jeune, là, mais ça, c'est toutes des choses que, avant, je ne savais pas et ça mélangeait énormément. Et là, maintenant, écoute, tout a son sens. Malheureusement, je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo-là, mais de ce que j'ai compris, les fans du jeu vidéo adorent cette adaptation-ci et il va en avoir d'autres. Matthew Lillard. Tu penses que ça va être une franchise, mais en tout cas, avoir le développement, avoir le retour et première position de tête du box-office, c'est sûr que c'est un incitatif pour en faire un autre aussi, au moins une suite, là. Bien, tout à fait. D'ailleurs, Matthew Lillard, un des acteurs du film, Matthew Lillard, il joue dans Scream, on va se rappeler de lui, ou même Scooby-Doo. Eh bien, lui, il a mentionné dans un podcast que son contrat est pour 3 films. Et évidemment, maintenant, c'est la norme aujourd'hui. On ne prend pas de chance. Si le film est un flop, on en a fait un, puis c'est tout, ça arrête. On dégage le contrat, mais... Ça marche, voilà, tu as un contrat pour 3 films. Donc, son personnage va revenir pour au moins 3 films et écoute, ça va être une méga franchise, je suis persuadé. Et la journée que ça va faire moins d'argent au cinéma, avec le peu d'argent qu'ils ont besoin pour faire ces films-là, ça va se poursuivre, mais directement en streaming. C'est ce que je pense. Ça va être surveillé en tout cas. Et chose certaine, je vais avoir une petite pensée pour tous les amateurs de Friends parce que dernièrement, ça remonte à quelques jours, mais quand même, Matthew Perry qui nous a quittés, 54 ans, trouvé dans sa chambre chez lui. C'est encore un peu nébuleux au moment de faire cet entretien parce qu'il y a une enquête. Est-ce que il a pris trop de comprimés, trop de peut-être de certaines substances. En tout cas, c'est pas un film de science-fiction d'y penser parce qu'on le sait qu'il a eu des graves problèmes de consommation. Il l'a ouvertement avoué sur plusieurs tribunes dans les dernières années. A été pendant de nombreuses années aussi probablement pour moi à mon sens, le comédien le plus talentueux de la distribution de Friends. Un gars drôle qui d'ailleurs était au sommet de son art. Plein de succès, a eu la plus belle femme d'Hollywood avec lui dans son lit, puis c'était sa conjointe pendant longtemps, Julia Roberts. Et malgré tout ça, ça nous démontre encore une fois, malgré les Robin Williams aussi qui connaissaient autant de succès, les clowns tristes. Exactement. D'ailleurs, semblerait-il que durant le Friends, qui a duré de 94 à, je pense, à 2004, 2004 c'est ça. Eh bien, il y avait des problèmes de consommation à l'époque aussi. Donc, c'est quelque chose qui le suit depuis longtemps. Il a fait une autobiographie, je pense, d'un an de ça ou 2, où il a expliqué justement ses problèmes. Et de ce que j'en comprends, il s'en allait dans la bonne direction. Il était en train de s'en sortir. À cette heure, on s'entend que avoir un grave problème de consommation pendant très longtemps, à quel point ça a endommagé son corps, à quel point est-ce qu'il a pris des substances à l'époque. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Qui reste à éclaircir. Mais c'est un excellent acteur, puis il y avait un bel avenir devant lui, et c'est très malheureux. Ça nous montre à quel point, malgré le succès, c'est pas symbole de bonheur non plus. Il y a parfois justement de la détresse chez tout le monde. Et ça me ramène que aussi il y a toujours les épisodes de Friends à voir absolument sur la plateforme HBO, si vous voulez chercher. À voir, parce que c'est toujours aussi bon. Moi, 15-16 ans plus tard, même presque 20 ans plus tard, après la dernière diffusion, pour moi, ça demeure toujours aussi bon, les Friends. Assurément à rattraper. C'est tout le temps qu'on a, mon cher Nicolas. Je te laisse dire le mot de la fin. Le public est divisé. Hein? Il y en a beaucoup que c'était soit Friends ou soit Seinfeld. Moi, j'étais un gars de Seinfeld. Toi, tu étais plus Friends. OK. Sans équivoque. Je t'aime pareil. À bientôt. À bientôt.
Je vous remercie d'avoir été là. Vous avez des suggestions, des commentaires, notre page Facebook toujours un lieu, notre compte Instagram aussi tvrl.ca. Vous voulez rattraper aussi certains segments de cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre page YouTube. Et bien sûr, n'oubliez jamais de nous appuyer aussi en jouant au bingo avec nous. 4 000 $ cette fin de semaine, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Les bingos toujours le dimanche 9h30 sur nos ondes. Je veux remercier aussi les artisans de cette émission, en tête Normand, Lucette également, Jacques-Alain à la réalisation, Yannick aussi. Et je veux saluer la précieuse Manon Lemieux qui a été pendant longtemps derrière la recherche, qui d'ailleurs nous a dégoté de super bons invités et collaborateurs. Manon qui reste quand même pas très loin de nous, mais je voulais absolument saluer son travail des 20 dernières années à TVRL, qui s'est dévouée corps et âme aussi. Elle qui a un grand cœur, alors je voulais absolument saluer son travail, son engagement aussi, son implication. Merci beaucoup Manon et à très bientôt. Et moi aussi, je vous dis à très bientôt pour une autre émission.